Ravi de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans, chers fidèles de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français de ce lundi 1er juin 2020. Les titres pour démarrer. La Commission électorale nationale indépendante a commis des erreurs de fond et de forme dans la proclamation des résultats des élections. Vous suivrez au début de ce journal l'analyse du politologue, le professeur Denis Bashimi-Boussa. La société civile burundaise n'a plus confiance en la Cour constitutionnelle qui semble, selon ses organisations, travailler pour le compte du parti CNDD-FDD depuis 2015. Inquiétude soulevée après le dépôt de la plainte de recours du parti CNL à la Cour constitutionnelle concernant les résultats des urnes. Et la Ligue ITK s'inquiète sur la mauvaise gestion de la pandémie du coronavirus au Burundi et lance un appel à la communauté internationale et aux pays de la sous-région de faire pression sur Gitega pour qu'ils prennent au sérieux le danger qu'incarne cette pandémie. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante a commis des erreurs de fond et de forme dans la proclamation des résultats des élections. C'est ce que reconnaît le professeur Denis Bashimi-Boussa, politologue, lors de son intervention le week-end dernier dans le débat de l'émission Mosaïque de la radio Isanganiro. Selon lui, la CENI a omis certains résultats, entre autres le nombre des abstentions. Suivez-le. Parfois, on se presse sans entrer, sans d'abord jeter un coup d'œil sur la forme. Au niveau des écritures, comme les résultats provisoires ont été présentés, là c'est très bien. Circonscription par circonscription, candidat par candidat, là c'est bien. Mais au niveau de fond plus une légère forme, nous n'avons pas de taux d'abstention. C'est que la CENI est tombée dans le piège du code électoral. L'abstention déterminée par le code électoral n'est pas l'abstention à utiliser dans ce genre de consultation. C'est-à-dire les gens inscrits mais qui n'ont pas fait le déplacement pour aller voter. Et apparemment, ils sont autour de 700 000. Donc, la CENI ne nous donne pas ça. Et puis, deuxièmement, la CENI nous donne des taux de participation très contradictoires et incompréhensif. Je vous fais un exemple. Dans la présidentielle et les législatives, nous n'avons pas les mêmes taux de participation pour une même circonscription. C'est incompréhensible. Et là, vous tirez cela du rapport de la CENI ou... Du rapport de la CENI que j'ai sous mes yeux. Alors, exemple. Dans la circonscription, je ne parle pas de la province, c'est la circonscription en termes électoraux. Dans la circonscription de Gitega, il y avait 444 688 inscrits. Et puis, la CENI nous donne comme taux de participation pour la présidentielle 88,51. Mais pour les législatives, la CENI nous donne 86,69. Mais c'est possible que quelqu'un vote pour seulement les présidentielles, pas pour les législatives. Je ne parle pas du vote, je parle de la participation. Est-ce que c'était possible que quelqu'un participe pour la présidentielle sans participer pour la législative? Et la Cour constitutionnelle a toutes les prérogatives de statuer sur les plaintes du Parti Congrès national pour la liberté d'Agathon Rwasa, conformément à sa mission de trancher les contentieux électoraux. Malheureusement, la société civile burundaise n'a plus de confiance en cette cour qui semble travailler pour le parti CNDD-FDD depuis 2015. Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du Forum pour la conscience et le développement FOCODE, dénonce une institution corrompue qui est au service du parti au pouvoir. Suivez. La Cour constitutionnelle a un devoir légal de vérifier si l'élection a été régulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la Cour n'avait pas enregistré
le recours qui vient d'être réformé par le parti CNL, la Cour avait donc cette obligation de pouvoir procéder à toutes les vérifications des rapports et des documents qui lui sont remis par la CENI. Et en vertu de l'article 81 du Code électoral, il est bien précisé que si la Cour constate des irrégularités susceptibles d'avoir pu influencer d'une façon déterminante le résultat du scrutin, elle annule l'élection en tout ou en partie. Le problème, c'est que depuis 2015, nous avons une Cour constitutionnelle qui a joué un rôle négatif dans la vie démocratique du Burundi, parce que c'est cette même Cour qui saisit d'un recours contre la troisième candidature de Pierre Nkurunziza qui était contre la constitution de la République du Burundi de 2005 ainsi que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est justement cette même Cour qui avait violé cette constitution mais aussi l'accord d'Arusha dans son esprit et dans sa lettre en autorisant Pierre Nkurunziza à briguer un troisième mandat qui était inconstitutionnel. Aujourd'hui, nous avons des doutes sérieux sur la capacité, sur l'objectivité, la neutralité, l'impartialité des juges de cette Cour, en particulier à l'endroit du président de cette Cour, M. Charles Ndagijimana, qui, après les élections de 2015, a eu des avantages financiers, ce qui a démontré le degré de corruption et de manipulation dont il a fait objet. Non seulement il a fait objet de corruption et de manipulation par le CNDD-FDD, en particulier par le président Pierre Nkurunziza, mais c'est quelqu'un qui a été utilisé dans plusieurs dossiers politiques louches pour évincer ceux qui étaient considérés comme des ennemis du régime du CNDD-FDD, mais aussi en 2015, il a participé à proférer des menaces de mort à l'endroit des juges, des membres de la Cour constitutionnelle, et nous savons que le vice-président de cette Cour, à l'époque, Monsieur Silver Nimagaritse avait été contraint de prendre le chemin de l'exil parce qu'il n'avait pas cédé à ces menaces qui étaient proférées à la fois par le président de cette Cour constitutionnelle. Entre-temps, le parti CNDD-FDD clôturait ce week-end sa prière d'action de grâce suite au résultat des urnes pour Évariste Ndayishimiye, président élu selon les résultats provisoires de la CENI. Toutes les allégations sur Pierre Nkurunziza en 2015 sont synonymes de celles de Jésus-Christ au moment où il allait être crucifié. Jésus-Christ était accusé par les pères d'église et les notables, comme ces derniers accusaient le président de la République en cette période. Suivez Évariste Ndayishimiye. Jewe hari ikintu kimwe nibuka mu 2014 ugenda mu 2015. Moi, je me souviens d'une chose en 2014-2015 où on a parlé beaucoup de choses sur le président Pierre Nkurunziza. Beaucoup de discours même prononcés contre lui. Moi, je considérais que ces allégations étaient synonymes de celles de Jésus-Christ quand il allait être crucifié. Ceux qui accusaient Jésus-Christ étaient les pères de l'Église et les notables. Mais lui aussi, il a été accusé par les prêtres. Moi, j'ai commencé à voir que tout était banal. J'ai été tranquille. J'ai vu qu'il restera saint. Il faut bien voir chaque fois. Regardez-moi ceux qui ont voulu renverser le pouvoir en 2015. Où sont-ils actuellement? Je reviens aussi à me demander si nous étions capables de mener une résistance face à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Union africaine. Toutes ces organisations ont voulu déployer les troupes, le Maprobo, mais elles ont échoué. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé que notre armée est 100 fois plus que l'armée mondiale. Ils ont vu qu'elles ne pouvaient pas s'en sortir. Le Maprobu n'est pas venu, ça a été fini. Comme Pierre Nkurunziza l'avait dit, que tout disparaîtra. Tout est fini. None vyaheze gute? Vyaheze uko nyene yari yavuze guki nawe ngo nkifu y'imijira. None vyaheze. Les élections terminées, la réalité du quotidien reprend le dessus. Dieudonné Nahimana, qui était candidat indépendant pour la présidentielle, prend notamment
conscience du laisser-aller dans la gestion du Covid-19 par le gouvernement. Il appelle les autorités à prendre la pandémie au sérieux et à adopter les mesures concrètes pour mieux protéger la population. En réalité, c'est une question importante qui préoccupe le monde entier. Et ici au Burundi, le ministère de la Santé a reconnu que le problème est réel. Et comme on le sait, c'est un virus qui entraîne beaucoup de morts et qui se transmet facilement. Premièrement, on devrait mettre beaucoup d'efforts dans la prévention pour éviter la contamination. Il y a des mesures qui avaient été prises par le ministère et qui prévalent même aujourd'hui, mais qui semblent avoir été négligées pendant les élections, parce que c'était difficile pour les gens de se rassembler en respectant convenablement ces mesures. C'est pour cela qu'on demande que la rigueur soit de mise, parce que les élections sont terminées. Ensuite, l'on doit savoir faire appel aux partenaires qui pourraient nous fournir des moyens nécessaires pour effectuer des tests sur les personnes qui présentent les symptômes de cette maladie, pour renouer avec l'isolement des cas atteints pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Et les Burundais doivent prendre conscience de l'importance de la vie humaine. C'est encore un appel de Dieudonné Nahimana. L'ancien candidat indépendant fustige la banalisation de la mort qui semble avoir gagné la conscience collective. Dieudonné Nahimana s'insurge contre le silence qui accompagne ceux qui sont tués, victimes de leurs opinions ou pour d'autres raisons. Encore une fois, Dieudonné Nahimana. Abantu bakubitwa cyangwa abantu bishwe bari mu migambo itandukanye bazira ivyiyumviro byabo. Les gens qui sont battus ou des partisans de partis politiques qui ont été tués à cause de leurs opinions, si vous nous avez suivis pendant la campagne, nous avons beaucoup insisté sur ce point. Et c'est comme si, en tant que Burundais, nous trouvions cela normal. Je voudrais que les Burundaises et les Burundais en arrivent à comprendre que lorsqu'une vie d'autrui est fauchée, c'est comme la vôtre qui est fauchée. J'ai vu hier ou avant-hier une personne qui est morte, tuée par des policiers aux États-Unis d'Amérique. Tout le pays et le monde entier se sont levés à cause d'une seule personne tuée suite à une bévue de policiers. Mais ici au Burundi, nous nous contentons de dire que les autres fassent quelque chose. Il est temps que lorsqu'une personne est tuée à cause de son opinion, tous les Burundais se lèvent ensemble, toutes ethnies, toutes les régions, tous les partis, pour dire que cela s'arrête. Ce n'est pas seulement une affaire des partis politiques ou des autorités. Ça doit également interpeller différentes confessions religieuses et les autres pour dire qu'il y a une personne qui a été tuée, même si nous ignorons son nom. Comme elle a été assassinée sans raison, faisons quelque chose. Même si c'est symbolique, pour montrer notre mécontentement. Cela exige que nous intégrions cette culture, parce que nous avons vécu dans beaucoup de crises qui nous ont endeuillés, qui ont fait que nous banalisions la mort, qui font qu'il soit facile d'accuser les autres. Et nous faisons comme si ça ne nous concernait pas. Pour rappel, Dieudonné Nahimana faisait le bilan de ses observations pendant les élections. C'était devant la presse, enfin, de cette dernière semaine. L'organisation Ligue ITK tire la sonnette d'alarme sur la façon dont le gouvernement du Burundi est en train de gérer la pandémie de Covid-19. La Ligue ITK accuse le gouvernement du Burundi de n'avoir pas pris aucune mesure de prévention pour limiter la propagation du Covid-19, alors que le monde entier avait pris des mesures strictes pour faire face à cette pandémie. Dans la déclaration de cette organisation, Anchara Nicolas Guizé, président de la Ligue ITK, demande à la communauté internationale et aux pays de la sous-région de faire une pression sur Gitega pour qu'ils prennent au sérieux le danger qu'incarne cette pandémie. On l'écoute. Ces préoccupations se basent sur le fait que le gouvernement du Burundi limite l'accès à la population de se tester, la façon dont le gouvernement du Burundi politise cette pandémie, de telle manière que seuls les cadres du ministère choisissent qui testait, qui déclarait positif de cette pandémie, alors que
des milliers de personnes meurent de cette pandémie. Et la Ligue TK se préoccupe aussi de la façon dont le gouvernement du Burundi fait sourd d'oreille, d'écrire lancés par les organisations de la société civile, la communauté internationale, d'autres gouvernements et continue des rassemblements. Et là, la Ligue TK fait référence à l'organisation des élections pendant la première crise de cette pandémie. Des messes continuent, des écoles continuent, des matchs de football. Et la Ligue TK a vu la façon dont cette maladie se propage, doute d'une explosion dans ces jours à venir. Et malheureusement, la population va périr, la population burundaise et ceux qui vivent dans son pays. Et cette explosion pourra mettre à l'eau des mesures prises par les gouvernements de la sous-région, voire même le monde, parce que les pays limitrophes du Burundi ne pourront pas réussir à bloquer la circulation de la population vu qu'il y a des gens qui peuvent passer dans les marais pour aller au Rwanda. Vu tout ça, la Ligue TK voudrait prier ou arrêter, solliciter aussi la communauté internationale, sans oublier les leaders de la sous-région, les gouvernements de la sous-région, d'essayer de faire fraîchir le gouvernement du Burundi, de prendre au sérieux cette pandémie, car s'ils n'interviennent pas, et aussi ils vont en subir des conséquences. Et la Ligue TK appelle les médias, les ONG locales qui sont au Burundi, qui sont dans la sous-région, de continuer à faire des sensibilisations sur la façon de faire face à cette pandémie. La population burundaise est ignorante par rapport aux réalités de cette pandémie. Ils ne savent pas comment prendre des mesures, ils ne savent même pas cette maladie. Il faut doubler d'efforts, il faut sensibiliser. Les médias, il faut continuer à sensibiliser. Les organisations, il faut continuer à s'impliquer davantage. Et le gouvernement du Burundi, il faut jouer le rôle que vous n'avez pas joué ces derniers jours. Parce que vous aussi, vous ne serez pas épargnés. Cette maladie ne choisit pas. Ce n'est pas une maladie des pauvres, ce n'est pas une maladie des riches. Elle emporte tout le monde. Le journal poursuit. Donnons à présent place au mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Le magazine d'aujourd'hui parle du nouveau visage du pouvoir exécutif après les élections. À la présentation, Thierry Biguilindavi. Au Burundi, il y aura une alternance au sommet de l'État au plus tard le 20 août de cette année. Le président actuel et son gouvernement seront remplacés par une nouvelle équipe. Le futur président formera son gouvernement en faisant référence à la nouvelle constitution promulguée le 7 juin 2018. Quelle sera la forme du prochain pouvoir exécutif? En quoi sera-t-elle différente de celle du gouvernement sortant? Ce sont ces questions que va répondre son mini-magazine au cœur de la société de ce 30 mai 2020. Thierry Biguilindavi est à la présentation. Bienvenue. Depuis l'an 2005, le président de la République du Burundi est assisté par deux vice-présidents dans ses fonctions. Le premier vice-président de la République et le deuxième vice-président. La nouvelle constitution prévoit la place du vice-président et celle du Premier ministre. Que prévoit cette loi mère sur les critères que le chef de l'État doit respecter pour mettre en place son gouvernement? Le point avec Bertrand Ngendakurio de la radio Inzamba. Dans l'article 97 de la nouvelle constitution, les pouvoirs sont exercés par un mandat de 7 ans renouvelable. Sous l'empire de la constitution du 7 juin 2018, le président burundais peut être limogé dans une seule hypothèse. C'est lorsqu'il est pénalement condamné pour haute trahison. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès qui mettent en accusation le président de la République à la majorité des 2/3 de ses membres. La constitution burundaise du 7 juin 2018 prévoit un poste de vice-président à côté d'un poste de premier ministre. Le président de la République est celui qui les nomme après approbation de la candidature par l'Assemblée nationale et le Sénat et c'est lui qui peut décider de mettre fin à leurs fonctions. Le vice-président est choisi parmi les élus et doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. Le président de la République et le vice-président appartiennent aux groupes ethniques et partis politiques différents. De façon concrète, le vice-président a globalement un rôle d'assistance. Il peut certes présider le Conseil des ministres, mais c'est uniquement sur délégation du président de la République et sur un ordre du jour déterminé. Quant au Premier ministre, il est vrai que par rapport au vice-président, il a lui quelques pouvoirs substantiels. C'est lui qui est désormais le chef du gouvernement. Pour que le Premier ministre puisse présider le Conseil des ministres, il faudrait 3 conditions cumulatives. Une délégation du président de la République, un ordre du jour déterminé et un empêchement du vice-président auquel ce rôle est dévolu prioritairement.
Comment est-ce que le gouvernement a été mis en place d'après la Constitution de 2005? Le rappel avec Parfait Moudasigana de la radio Inzamba. Dans la Constitution de 2005, le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté par 2 vice-présidents. Le premier vice-président assure la coordination du domaine politique et administratif. Le deuxième vice-président assure la coordination du domaine économique et social. Les vice-présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents. Jusqu'à présent, la première vice-présidente a été toujours accordée à un Tutsi, membre du parti Iprona. Selon l'article 129 de cette constitution de 2005, le gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus de 60% de ministres et de vice-ministres Hutus et au plus 40% de ministres et de vice-ministres Tutsi. Il est assuré au minimum de 30% de femmes. Les membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d'un 20e des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit à un pourcentage arrondi au chiffre inférieur du nombre total de ministres au moins égal à celui des sièges qu'ils occupent à l'Assemblée nationale. Le chercheur et le professeur d'université d'Anvers en Belgique, Stef van den Geest, a fait une analyse sur la composition du gouvernement qui sera formé par le prochain président du Burundi au terme de cette période électorale. Cette analyse de Stef van den Geest avec Emile Nibasumba de la radio publique africaine. L'analyste Stef van den Geest indique que la Constitution de 2018 permet au chef de l'État de désigner un Premier ministre qui lui est fidèle, mais la décision peut rencontrer des résistances au niveau des autres camps du parti au pouvoir. Pour éviter ce scénario, le chef de l'État peut choisir un Premier ministre dans le camp adverse au sein de son parti. La troisième possibilité, selon ce professeur de l'université d'Anvers en Belgique, c'est que le président élu imite Melchior Ndadaye lorsqu'il avait nommé Sylvie Kinigi Premier ministre femme Tutsi et membre du parti UPRONA. Professeur Van den Geest indique également que rien n'empêche que le président actuel, Pierre Nkurunziza, devienne le prochain Premier ministre. La Constitution de 2018 permet également au président de la République de nommer le chef du service national de renseignement sans passer par le Sénat. Les gouverneurs des provinces peuvent également provenir de l'armée nationale, comme c'était le cas dans la période du parti unique, signale professeur Stef van den Geest. Merci à Thierry Bigirindavi. En bref, avant de clore cette édition, rappelons que les 4 reporters du groupe de presse Iwachu ont comparu mercredi le 6 mai 2020 devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa en itinérance dans la province de Bubanza. Le procès a été mis en délibéré. Le verdict sera prononcé dans 4 jours exactement. Ils sont au 224e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza, où ils sont rendus en commune de Msigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Tians Mosesi et Gide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.